Alors, nous allons commencer par une présentation par Sandra Jarry d'un travail qu'elle a fait dans le cadre du mémoire auquel sont astreints pour la dernière année les élèves conservateurs territoriaux de bibliothèque. La dernière série de mémoires qu'on va avoir la chance de lire, c'est un petit peu dommage que ça n'existe plus parce que c'est une contribution. Certains ont fait date et celui-là, je pense, est important. Les élèves conservateurs ont. Alors Sandra est issue du concours interne, passé en bibliothèque. Les élèves conservateurs ont donné une liste de sujets, mais ils ne sont pas obligés de prendre dans la liste. Donc, elle a décidé d'un sujet, elle va vous le présenter. Et pourquoi ce sujet? Je pense que ce sont des choses dont on ne parle pas en général, sur lesquelles il y a extrêmement peu de choses. Et donc, on est peut-être dans une journée pied dans le plat, parlons-y, parlons-en. Ça sera un petit peu la thématique du prochain congrès de l'ABF, Association des bibliothécaires de France, à Strasbourg, en juin prochain, de parler des tensions, des frictions, etc., avec le public au sein des équipes de bibliothèques et avec leur environnement. Et donc là, nous sommes en plein dans le cœur du sujet de tension entre public et bibliothèque ou bibliothécaire. À vous, Sandra. Alors, je remercie Dominique Lahari qui a entretenu le suspense sur le sujet du mémoire sur lequel j'ai travaillé cette année dans le cadre de ma formation de conservateur. Je remercie Marion pour son invitation à présenter donc, les résultats d'un travail sur la violence des usagers en bibliothèque municipale, donc envers les personnels et également envers les autres usagers. Alors cette problématique, elle ne recoupe pas finalement tout à fait ou à 100% le thème de la journée d'aujourd'hui, et c'est pourquoi je vais vous présenter un petit peu les résultats de mon travail de manière à ce qu'ils puissent éclairer certains points de la question qui nous occupent aujourd'hui également et qui sont en relation avec le vandalisme qu'a connu la petite bibliothèque ronde début 2014. Alors pour introduire mon propos, je souhaiterais citer cette phrase d'une personne qui a répondu au questionnaire que j'ai diffusé afin de recueillir de l'information et qui me dit « En refusant que la bibliothèque soit une tour d'ivoire pour y laisser entrer le monde, on doit accepter que le monde y entre aussi avec ce qu'il a de pire. » Voilà qui résume bien finalement la question à la fois de la bibliothèque sur son territoire et dans son époque. Alors plusieurs points à mon propos. D'abord un état des lieux. Ensuite, quelques pistes de cause avant d'entamer et de continuer mon propos sur les solutions, puisque c'est une partie sur laquelle on m'a demandé d'insister et qui constituera finalement un pont entre mon intervention et celle de Dominique Lahari. Alors, quelques remarques méthodologiques d'abord sur mon travail. Je n'ai pas souhaité imposer de définition au terme de violence. Les agents qui m'ont répondu étaient donc libres d'y mettre ce qu'ils y souhaitaient, et donc les faits qui me sont signalés leur font violence et ne peuvent constituer ou être perçus comme violents, universellement violents, on va dire, en tout temps et en tout lieu. Alors le questionnaire que j'ai diffusé, il m'a permis de dresser plusieurs constats. D'abord, le fait que la violence auquel sont confrontés les professionnels est d'abord une violence qui est verbale et plus rarement physique. Alors, il ne s'agit pas, via le travail que j'ai mené, d'opérer des constatations quantitatives. Néanmoins, Denis Merklen, dont je suis la plus grande fan, avance certains chiffres et constate que 85% des incidents rapportés avec les personnes avec lesquelles il s'est entretenu relèvent de violences verbales, c'est-à-dire d'insultes, de menaces ou de remarques qui sont jugées désobligeantes par les personnels. Alors parmi ces insultes, ce que j'ai noté, c'est d'abord des insultes à caractère sexiste qui s'expliquent probablement par la très large féminisation de la profession. Également beaucoup d'insultes tournées contre la figure du fonctionnaire, alors soit comme personne qui travaille très peu, un grand classique, ou soit comme personne qui est finalement à la disposition du contribuable qui le rémunère de manière indirecte. Également des insultes à connotation raciale qui opèrent beaucoup entre usagers, là pour le coup,
et entre usagers d'origines différentes, par exemple entre personnes originaires du Maghreb ou personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Alors les violences physiques sont plus rares et cette violence verbale, cette violence en bibliothèque a certains points communs avec la violence rencontrée par d'autres services publics et notamment l'école où la violence verbale est bien plus présente que la violence physique. À l'inverse, par exemple, des hôpitaux ou des services d'urgence, urgence psychiatrique notamment, qui est très confronté aux violences physiques. Et donc c'est vrai que sur ce point, il a été intéressant d'entendre la personne de l'Éducation nationale tout à l'heure, puisque on verra que les solutions préconisées se recoupent un peu, et il eût peut-être aussi été intéressant d'entendre d'autres personnes, puisque la bibliothèque n'est pas le seul service public sur son territoire. Alors on a d'autres éléments qui m'ont été rapportés et qui méritent d'être signalés et soulignés puisqu'ils ne concernaient pas a priori mon sujet qui était tourné sur la violence contre les personnes. Et donc ces faits, ce sont les vols et dégradations. Donc là on est vraiment en plein dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors ces dégradations sont évoquées comme une forme de violence qui émane des usagers d'une part, mais également très probablement de personnes extérieures aux établissements. Et ces violences, elles couvrent un large spectre qui va des dégradations de matériel et de mobilier à des choses beaucoup plus spectaculaires du type vandalisme ou encore les incendies dont il a été question à plusieurs reprises ce matin. Alors je me suis demandé un petit peu pourquoi finalement les personnes me signalaient ce type d'incident qui était a priori exclu du sujet, et j'ai eu ma réponse lors d'un entretien que j'ai eu avec Marion. Marion m'a dit « mais tu sais, la bibliothèque c'est comme une personne ». Et là j'ai vraiment compris effectivement pourquoi les personnes me rapportaient ce type d'incident, puisqu'on voit bien et on le perçoit ce matin que ce sont des choses qui font violence aux personnes au même titre que des faits qui seraient finalement dirigés directement contre elles. Alors, autre point qui m'a été rapporté via le questionnaire, c'est la question des protagonistes de cette violence. Alors là, je ne vais pas traiter de toutes les catégories, on va dire, qui m'ont été signalées. Cette question des protagonistes, elle a beaucoup à voir avec le territoire. J'ai travaillé plusieurs années à la bibliothèque de la Pardieu, donc à Lyon. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui voient un petit peu comment s'organise ce quartier et où est située la bibliothèque. Elle se situe vraiment à mi-chemin entre une très grosse gare et un très gros centre commercial. Alors cette proximité de la gare, elle a des incidences sur le public qui fréquente la bibliothèque et notamment sur des personnes qu'on pourrait qualifier d'errantes, c'est-à-dire SDF ou sans-abri. Et de l'autre côté, on a le centre commercial qui attire énormément de jeunes, mais qui, eux, ne viennent jamais, là pour le coup, à la bibliothèque, qui se contentaient de se donner rendez-vous il y a quelques années pour s'y battre sur le parvis menant entre le centre commercial et la bibliothèque. Ce qui a plongé d'ailleurs les bibliothécaires dans une grande terreur pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que plusieurs répondants lisent cette question finalement de la violence en bibliothèque à la taille de l'établissement. Plus la bibliothèque est située dans une grande collectivité, plus finalement la bibliothèque centrale est grande, plus il y a a priori et normalement de chances que s'y rende un public qui est diversifié et donc qui ait lieu des incidents violents, puisque on peut citer, enfin, le facteur de l'anonymat joue probablement énormément. Plus la bibliothèque est grande, moins les gens se connaissent, plus le risque de clash est grand, et plus le public est diversifié, plus les usages cohabitent plus ou moins facilement. Alors une catégorie de protagonistes sur laquelle je souhaitais insister, ce sont les jeunes, qui sont loin d'être les seuls protagonistes, hein, je tiens à le souligner. Alors les jeunes, selon les répondants, ce que j'ai constaté, c'est que ce sont des personnes dont l'âge varie entre 12 et 18 ans. Finalement, on pourrait penser que certains sont plus jeunes, puisque visiblement les personnes ayant commis le vandalisme à la petite bibliothèque ronde étaient plus jeunes que la tranche d'âge que je viens de mentionner. Et donc les jeunes, c'est vraiment un public qui continue de poser problème aux professionnels, et alors ce souci, il se constate quel que soit le territoire, c'est nullement un problème qui est spécifique
aux zones urbaines sensibles ou aux cités. Alors les incidents sont constatés quand les jeunes sont en groupe, et c'est ce que disait un petit peu Marion tout à l'heure, le fait qu'il y ait une certaine émulation qui se crée, et sont plus rarement le fait de personnes isolées. Et alors cette présence des jeunes, elle fait violence aux professionnels car elle est souvent associée au désordre et au bruit, et donc c'est un public qui entre très souvent en conflit avec les autres usagers sans pour autant qu'il ne soit finalement soit violent verbalement ou physiquement. Et donc là j'en viens un petit peu aux causes de cette violence, notamment pour expliquer la violence des jeunes, puisque c'est vraiment une catégorie qui est vue comme spécifique dans la bouche des professionnels, et les causes pour expliquer leur violence le sont tout autant. Alors les problèmes rencontrés avec les jeunes et les problèmes posés par les jeunes sont vus très largement comme le reflet des difficultés du monde des adultes. Sont beaucoup cités le manque de perspective de cette jeunesse, et plus encore en banlieue qu'ailleurs, il faut bien le dire. Et on cite également beaucoup le désœuvrement de ces jeunes, la perte d'autorité parentale ou des choses plus prosaïques telles que le défi ou la critique de l'autorité. Alors ce sont des éléments qui sont tous en partie vrais, très certainement. Deux causes potentielles autres concernant l'investissement des espaces et des lieux publics par les jeunes, mais qui sont très peu identifiées dans les réponses que j'ai eues du moins. D'une part, les violences domestiques, mais également la promiscuité dans laquelle peuvent vivre certains jeunes qui les poussent finalement à investir les espaces et les lieux publics. Alors cette problématique des jeunes, elle est souvent très associée à la bibliothèque de banlieue. Alors sur cette question, puisque moi je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la question de la bibliothèque de banlieue, je renvoie à l'ouvrage de Denis Merklen, « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?», qui est paru en 2013. Et c'est vrai que la bibliothèque de banlieue, elle cristallise beaucoup, elle cristallise cette question de la violence en bibliothèque, puisque finalement la dimension territoriale prend ici toute son importance, notamment lorsqu'il y a des incidents. La place de la bibliothèque en banlieue est ambivalente, c'est à la fois un équipement apprécié des nombres d'habitants, comme on a pu encore le constater ce matin, mais qui peut également être vu finalement comme une marque de l'action de l'État sur un territoire donné, ce même État qui délaisse ou qui est vécu comme délaissant les populations qui y vivent. Ce qui renvoie finalement à la personne qui travaille dans le Loiret et qui se demandait pourquoi la population n'était pas solidaire de la bibliothèque lorsqu'elle a organisé telle ou telle manifestation. Alors, je vais m'arrêter ici concernant les causes. Néanmoins, d'autres pistes peuvent être soulevées d'explications qui concernent le rôle de la bibliothèque même. C'est les services qu'elle rend à la population, mais également la question des personnels qui doit être évidemment considérée quand on s'interroge sur les phénomènes de violence. J'embraye ici avec les solutions. À la fois les solutions qui sont mises en œuvre par les établissements, et puis plus largement par les collectivités, puisque de toute manière on ne peut se passer d'un soutien de la collectivité, puisque c'est finalement elle qui finance quoi qu'il arrive. Alors concernant les solutions qui sont mises en œuvre et qui m'ont été rapportées, on a vraiment deux tendances. Alors une tendance axée clairement sur le sécuritaire et une tendance qui est un peu plus axée sur la médiation. Alors le sécuritaire, c'est une tendance qui est très à la mode et qui est largement mise en œuvre. Les bibliothèques ne sont pas les seules concernées. Tendance qui est largement mise en œuvre donc, dans les écoles notamment, et également beaucoup à l'hôpital. Alors en bibliothèque, qu'est-ce que c'est finalement que ce sécuritaire? Alors c'est tout ce qui va concerner l'exclusion des usagers ou leur interdiction d'entrée. Alors bon, cette solution constitue un expédient, mais ne peut constituer une réelle réponse au problème qui n'est absolument pas traité à la racine. Le sécuritaire en bibliothèque, ça va être également tout ce qui concerne l'appel aux forces de l'ordre ou l'embauche d'une équipe de vigiles. Alors l'appel aux forces de l'ordre, évidemment que parfois il est nécessaire. Néanmoins, attention à ce type de solution, puisque selon un économiste du travail que j'ai lu,
En faisant ça, on délègue finalement ce qui relève d'une composante civile et civique de nos métiers à des spécialistes de l'ordre, ce qui enclenche finalement une dérive sécuritaire qui se nourrit d'elle-même. La médiation, elle, au contraire, semble mieux marcher, du moins c'est les expériences qui m'ont été rapportées, sont des expériences qui semblent plutôt réussies, mais à nouveau des questions concernant la présence des médiateurs. D'une part, que fait-on lorsque celui-ci est absent? Ne risque-t-il pas finalement de couper le contact entre les bibliothécaires et les usagers qui posent problème, alors qu'au contraire, on devrait accentuer et approfondir leur connaissance mutuelle? Et d'autre part, bon, ce n'est pas une période très faste, et donc le recrutement du médiateur est finalement souvent et malheureusement refusé par les collectivités. Alors un autre type de solution passe par la formalisation d'une politique d'accueil. Donc il en a été question tout à l'heure dans les questions et les témoignages des personnes. La question des espaces, notamment, est très importante. Il convient vraiment d'y prendre garde lorsqu'on se lance dans un projet de réaménagement ou de construction, puisqu'il est prouvé, les études le montrent, qu'une mauvaise conception des espaces peut exacerber les insatisfactions latentes des personnes. Alors comment est-ce qu'on formalise une politique d'accueil? Puisque la politique d'accueil, finalement, c'est tout ce qui concerne presque le fonctionnement d'une bibliothèque. Il existe différents outils, notamment une norme AFNOR, qui édicte des préconisations en ce qui concerne la conception et l'amélioration de l'accueil. Comme je le disais, cette politique d'accueil, elle couvre énormément de champs. Ça peut être la question de l'offre au public et des collections, et là il convient vraiment s'y pencher, puisque je n'y suis pas revenue dans la partie sur les causes, et c'est vraiment quelque chose qu'il s'agit d'interroger. Elle peut concerner la gestion des flux, ou la simplification des démarches au public, ou leur clarification du moins, ou l'assouplissement du règlement qui constitue, je l'ai constaté, régulièrement, très régulièrement, une occasion de conflit entre les personnels et les usagers. Et là, je signale l'initiative d'une bibliothèque dans la Manche, Agneau, qui a instauré le prêt illimité en quantité dans le temps, qui semble assez bien fonctionner et qui évite moult problèmes avec les personnes. Alors en plus de cette norme AFNOR, plus glamour encore, il y a des labels et des chartes qui s'inscrivent un petit peu, qui ont été créés dans ce mouvement de modernisation de l'État. La plus connue, c'est la charte Marianne, qui décline donc des engagements en matière de qualité d'accueil au sein des administrations. Alors il en existe de multiples. Caliville, par exemple, qui est un label qui est spécifique aux collectivités territoriales et qui peut très bien fonctionner pour les bibliothèques. Calibib également, qui est un référentiel, lui, qui est spécifique aux bibliothèques. Et la ville de Paris, elle, a mis en place le sien propre. Il s'agit de Calipari. Alors ces labels, ils sont utiles dans la mesure où formaliser une politique d'accueil, ce n'est pas toujours évident, et donc ils constituent finalement une grille de lecture et d'application lorsqu'il s'agit de repenser la politique d'accueil. Néanmoins, faire attention avec ces labels et ces chartes, puisque finalement ils contribuent à figer certaines choses et à placer finalement l'usager au centre. Alors ce qui est bien, mais voilà, ça peut être à double tranchant. Il fiche certaines choses dans la mesure finalement où il contribue à plaquer des solutions et où il faudrait nuancer, et notamment c'est là que la question territoriale réintervient, le prouve d'ailleurs la multiplication de ces chartes, je pense. Un dernier aspect concernant les solutions et la politique d'accueil, surtout, c'est la question des ressources humaines. Donc il en a été fait plusieurs fois question au cours de cette matinée. Marion nous disait, après le vandalisme, les bibliothécaires se sont interrogés, mais qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a raté? Très bonne question, et c'est là qu'intervient la question du recrutement, qui est finalement assez peu abordée dans la littérature sur les violences, alors qu'elle est pourtant cruciale. J'ai de nombreux répondants qui appellent à une diversification des profils des agents, avec un accent mis lors du recrutement plutôt sur les qualités relationnelles des candidats plutôt que sur des savoir-faire qui soient purement techniques, type Unimark par exemple, pour ne citer que lui. Et dans les quartiers, par exemple, c'est vrai que l'embauche de quelqu'un qui en est issu peut contribuer à apaiser une situation parfois tendue.
Un autre levier, c'est la formation, qui est un levier important d'action qui est cité à plusieurs reprises, alors qui peut concerner plusieurs aspects, l'accueil et la connaissance des différents publics qui viennent dans les établissements, mais également la gestion de conflits. Les études ont montré que les personnes qui étaient formées à la gestion de conflits rencontraient finalement beaucoup moins de problèmes que les personnes non formées. Mais là encore, faire attention, puisque ces formations, pour certaines d'entre elles, contribuent finalement à plaquer un schéma un petit peu générique de réaction sur des situations tendues, contribuant finalement à ce qu'à leur tour, elles dégénèrent. Alors là, les solutions que j'ai mentionnées, vous pourrez me faire la remarque qu'elles restent assez classiques, effectivement, mais elles ont le mérite d'exister, et il en existe certainement de plus ambitieuses. C'est notamment tout ce qui concerne la co-construction et la participation des usagers. Alors, à nouveau, Denis Merklen, dans son ouvrage, il relate un épisode que j'ai trouvé très intéressant, celui d'une tour d'habitation qu'on détruit pour y mettre une bibliothèque. Alors, dans la salle, on trouvera tous certainement que c'est une initiative qui mérite d'être saluée. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes du quartier se réjouissent de la construction de cette bibliothèque, mais beaucoup de personnes s'en plaignent. En disant mais personne n'a demandé ça ici, et déplorent finalement la disparition de leur lieu d'habitation qui constituait aussi très certainement un lieu de mémoire. Où est-ce que je veux en venir? Au fait finalement que le service qu'on rend, personne, on est les seuls à le définir, et surtout pas les usagers, ce qui est quand même très dommage, et ce qui peut contribuer à rendre les gens irascibles, va-t-on dire. Donc il existe de multiples modalités de participation des usagers qui vont plus ou moins loin, et ce peut être comme point de départ par exemple la participation ou l'invitation, le fait de convier les usagers de la bibliothèque à des réunions concernant nos collections et nos services. Mais j'ai également plusieurs répondants qui invitent carrément à repenser les missions des bibliothèques qui ne sont pas toujours ni clarifiées ni forcément assumées par les collectivités. Alors ça passe par une refonte des animations de notre politique culturelle, de nos collections, mais également peut-être par le fait finalement de sortir la bibliothèque de ses murs, que la bibliothèque ne subisse pas son territoire, mais qu'elle finalement elle se l'approprie en s'y déployant. Et tout cela, ainsi que toutes les solutions que j'ai pu mentionner, passe évidemment par un investissement sans faille de la collectivité. Cette collectivité qui, à lire les répondants, finalement, fait très peu concernant la prévention des violences. Alors, quelques remarques sur cette question avant de passer la parole à Dominique Lahari. Le décompte des incidents, certains sont très intériorisés par les agents, donc finalement, on y pense et puis on oublie. Ces incidents sont très peu décomptés. Donc il est possible finalement que la collectivité ne soit pas consciente ou minore les phénomènes qui peuvent pourtant affecter lourdement les agents. D'autre part, on a des collectivités qui font des choses, seulement les personnes ne le savent pas. Moi j'ai rencontré une conseillère prévention qui est mise à disposition par la ville de Lyon sur le réseau des bibliothèques, donc qui vraiment exerce uniquement sur le réseau des bibliothèques. Bon, c'est quand même 400 agents, mais ça mérite d'être souligné. Un conseiller prévention, en fait, c'est quelqu'un qui répertorie les risques psychosociaux dont les incivilités et les violences font partie, et a la charge de mettre en place une démarche de prévention de ces risques et de sensibiliser les agents. Et celle-ci me disait, en fait, il y a beaucoup d'agents du réseau qui ne savent même pas que j'exerce à la bibliothèque et qui peuvent me contacter si nécessaire. Donc voilà, c'est un petit peu les limites que je voulais poser concernant le non-investissement de la collectivité, sachant qu'effectivement, il existe probablement de très fortes disparités selon les territoires. Merci. Merci Sandra. Est-ce qu'il y a des questions que certains souhaitent vous poser? Bonjour, Soisy Capio, Médiathèque Françoise Sagan. Dans les solutions, vous n'évoquez pas les partenariats extérieurs avec des associations qui pourraient être un relais, un maillon important entre les bibliothèques et les territoires.
Alors, comme je le disais, j'ai traité que d'une partie là, de ce à quoi je fais référence dans ce mémoire, mais les partenariats, effectivement, en font partie. Que ce soit pour la bibliothèque hors les murs ou pour éventuellement canaliser des personnes qui pourraient poser problème. À la bibliothèque de Bron, par exemple, ils avaient recours à des associations, des partenariats avec des associations pour capter certains jeunes qui posaient problème, avec lesquels ils avaient du mal à dialoguer. Et je vous renvoie à mon mémoire que je tiens à votre disposition pour une somme raisonnable. Alors la somme raisonnable, c'est très simple, c'est que très probablement d'ici quelques semaines, il sera sur le site de l'ENSIB, l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques. Autre question, remarque? Moi, j'ai travaillé longtemps dans une petite bibliothèque d'un quartier difficile. Et en fait, comme on le sait, il y a peu d'accueil dans les villes de banlieue pour des gens malades, ou précaires, ou en situation vraiment de malheur social et personnel. Et c'est vrai que la fonction est très peu formée à cet accueil. Les municipalités ont des centres sociaux, mais ne prennent pas en charge ces gens-là. Et que très souvent, on a eu des petites violences, des violences que nous, on subissait parce qu'il fallait assumer des gens qui sont, dont le malheur est tellement évident que ça devient lourd pour l'équipe. Et qu'on est très peu formé à ça. Est-ce que vous en parlez? Alors, c'est vrai que les bibliothèques se retrouvent parfois confrontées à des publics difficiles et en viennent finalement à pallier les défaillances d'un État qui en vient à se désengager. Alors la question c'est, est-ce que la bibliothèque doit faire du social? Et ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée et je n'ai pas la réponse, puisque c'est vraiment là quelque chose qui convient de choisir ou pas avec la collectivité. D'aucuns diront qu'effectivement c'est le rôle de la bibliothèque, d'autres non. Mais effectivement, on ne peut pas être formé à tout, puisqu'à force de tout faire, finalement, on ne fait plus rien. C'est bon? Autre question? Bon, j'avais prévu de vous dire quelques mots, je vais essayer de vous les dire, en passant parfois rapidement sur une diapo ou l'autre que j'ai préparée, peu importe. J'ai délibérément intitulé mon intervention un regard politique, non pas que je parle au nom d'un parti ou même d'une collectivité, mais qu'il me semble que c'est un regard qui me paraît indispensable. Alors, peut-être un élu aurait pu prendre la parole ici. Bon, je suis là, je le fais là-dessus. Je suis, vous le savez, rentré des bibliothèques depuis un peu plus d'1 an. Je garde un certain nombre de dossiers. Au fur et à mesure de ma carrière, j'ai de plus en plus conscience que les bibliothèques sont un élément de politique publique. Et qu'il ne faut surtout pas séparer ça de la question des politiques publiques, notamment des politiques publiques locales. Et toutes ces questions, il me semble qu'il est important de leur donner un éclairage politique en ce sens. Donc, je vais traiter rapidement de ce que c'est bibliothèque et espace public, bibliothèque et territoire. Le fait que la bibliothèque est l'affaire de la commune, l'intercommunalité, c'est pas exclusif d'autres statuts comme associatifs, mais c'est une affaire de politique locale, c'est ça que je veux dire. Et puis la question de la réflexion, il faut penser là-dessus. Alors, effectivement, on a parlé de violence physique, le vandalisme ou d'autres violences. Sandra l'a rappelé, très souvent c'est de la violence verbale, voire essentiellement finalement de la violence symbolique, de la part d'une partie du public, de la population, de franges, d'individus, sans généralisation aucune. C'est ça qui est ressenti par le personnel, et c'est toujours d'une certaine façon une souffrance psychique, voilà, individuelle ou collective. Alors, Denis Merkel n'a pas développé ce point de vue qu'il développe souvent. La bibliothèque aussi peut représenter une violence, on ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, Sandra s'est aperçue que c'est un point qui est très peu abordé dans les gens qui répondent à son questionnaire.
Hein, on a du mal à faire un pas de côté et se regarder, ou regarder son institution, mais il y a aussi de fait une violence institutionnelle, donc c'est un petit peu quelque chose de réciproque. Je n'ai pas mis point contre point, c'est chacun qui ressent une violence et chacun qui peut recevoir une souffrance. Alors ce que je veux dire par là, c'est que tous ces sujets-là sont des sujets qui ne sont pas vraiment dans la littérature professionnelle, ni trop dans les discours politiques sur les bibliothèques. C'est un sujet qui n'est pas invité, hein, et qui relève un peu de l'impensé, mais qui s'impose. Et donc, allons-y, c'est une journée un peu pied dans le plat, il faut que ça ait des suites, hein, comme le mémoire de Sandra. Pour ça, il faut un peu sortir du cadre, de nos cadres habituels de pensée, cadre habituel de pensée politique et cadre habituel de pensée professionnelle. Sortir un petit peu et reformuler un certain nombre de choses. Alors, pourquoi bibliothèque et espace public? Ça me paraît très important. Sur deux niveaux. C'est que la bibliothèque, en tant que c'est un service incarné généralement par un bâtiment, c'est dans l'espace public. Mais qu'elle-même, elle est un espace public. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et que, dans ces deux cas, elle peut être une cible. Mais elle est un recours, un service, quelque chose qui est important et indispensable, sans doute dans la cité. Alors, cette médiathèque, elle est dans... Là, je fais un dessin à peu près d'une médiathèque où je suis allé il y a quelques jours. Hein. Voilà, que ce soit des tours, des quartiers, des pavillons, etc., elle est au milieu de tout le monde. Hein. Elle fait partie. Donc, en tant que bâtiment, elle est dans l'espace public, elle est dans les logiques de dynamique urbaine, etc. C'est un élément qui fait que la ville fait ville, ou village, ou quartier. Hein, elle attire, elle repousse, elle indiffère, mais elle est là. C'est pas dans une bulle. Souvent, on se vit dans une bulle, ou on est vécu dans une bulle. Quelqu'un a dit, oui, pour certains élus, la bibliothèque, ça tourne, ça rentre, c'est très bien. J'ai même entendu à une certaine époque des collègues qui espéraient que ce soit comme ça. Comme ça, on n'entend pas parler de nous, on continue à faire notre petit job, puis ça roule. Mais non, on est là de toute façon. On est là. Et on n'y échappe pas. Et alors, l'autre... Donc, c'est un bâtiment, voilà, ça je l'ai dit. Alors, c'est dans la bulle. Parfois, la bibliothèque est extrêmement discrète. Alors là, voilà, ça arrive dans certains quartiers, c'est un appartement dans un immeuble, ou c'est un petit pavillon quelque part. Parfois, c'est lié à une certaine discrétion. Mais souvent, cette invisibilité de la bibliothèque, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. J'en connais beaucoup qui sont comme ça, pas assez visibles. Il faut être quand même assez visible, parce qu'on est au milieu de la ville, du quartier, du village. Alors, il y a une solution pour être en paix, au moins intérieure, avec ses usagers, c'est de sélectionner son public. On sait très bien, c'est un phénomène sociologique, là, j'ose aborder ce terme. Tout service public peut, s'il ne prend pas garde, sélectionner les gens qui lui sont adaptés. Et dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Je m'en étais servi parce que dans le cadre de mes anciennes fonctions, bibliothèque départementale, on avait fait des enquêtes de satisfaction dans l'ensemble des bibliothèques, et on voyait que le taux de satisfaction n'était pas conforme à l'idée qu'on se faisait de la qualité de la bibliothèque. C'est-à-dire que plus le taux de satisfaction est bon dans une bibliothèque, plus c'est louche. Plus elle a super sélectionné son public, plus elle est ouverte, plus il y aura des insatisfaits, des infidèles, des occasionnels, et donc plus elle sera ouverte. Donc ça, c'est le public captif. Alors le mot abonné, qui est aussi une des tactiques du théâtre public, ce n'est pas une critique, mais le fait d'avoir des abonnés, ça remplit, etc. Quand nous disons que les gens sont adhérents ou abonnés, qu'est-ce que nous disons? Que c'est notre bibliothèque, et je vois encore, ça m'énerve chaque fois que je vois le mot adhérent ou abonné dans un règlement, etc. Ça veut dire que c'est une partie des gens qui ont fait allégeance à la bibliothèque. Mais non, on est là pour toute la population, quelle qu'elle soit. Celle qui ne passera peut-être pas, celle qui viendra une fois et ne reviendra pas, celle qui viendra de temps en temps, celle qui peut venir, celle qui viendra sans jamais emprunter de livre, etc. Et donc, ce n'est pas un club, c'est un service pour la population. Et donc, on a ce système de filtrage, voilà. Et donc, plus on filtre, plus ça va être simple, sauf d'avoir des retours de bâton de la population de l'extérieur, de celle qui ne se reconnaît pas dans une bibliothèque qui n'est pas la sienne. Et donc, la solution meilleure, c'est d'être poreux, faire éponge. C'est plus difficile, mais c'est à ce titre qu'on joue vraiment un rôle de service public. Alors, le deuxième élément, c'est que la bibliothèque elle-même, c'est un espace public. C'est-à-dire, c'est un lieu où on va.
sans but, peut-être, sans idée précise. Il y a un besoin d'espace public dans la société. Il y en a, les gares, c'est l'espace public, la rue, etc. La bibliothèque, c'est un espace public où toutes sortes de gens viennent pour tout et n'importe quoi. Un espace, plateforme de service et lieu de séjour. Pendant quelques temps, ça a été négatif chez les bibliothécaires, lieu de séjour. Mais non, c'est un lieu de séjour et ça remplit des fonctions multiples que parfois on ne connaît pas, on ne comprend pas, on ne décèle pas, etc. Parfois inattendues ou même inconnues. C'est pas grave, tant que c'est pas illégal, tant que ça ne pose pas des problèmes de relations entre types de public. C'est un espace de liberté. Alors, il y a un mot qui a été utilisé, je vais lui en faire un sort parce que je le trouve important pour ce sujet et pour les événements que nous vivons. Il y a un certain temps, un sociologue américain a numéroté les lieux où sont les gens. Il a dit que le lieu numéro 1, c'était le domicile. Bon. Le lieu numéro 2, c'est le travail. Je vous donne des images caricaturales exprès. Et c'est le travail ou c'est là où j'étudie. Voilà 2 lieux où vont les gens. Et puis, il y a d'autres sortes de lieux qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont assez indistincts, où il se passe des choses, où se fait la sociabilité. Et donc, le sociologue, il ne pensait pas une seconde bibliothèque, mais nos collègues américains se sont emparés de ce terme. Et une collègue, Mathilde Servet, qui a fait son mémoire de conservateur, a importé ce terme en France, et ça a mis un mot sur les choses sur lesquelles on travaillait. Quand Denis Mercure parlait d'une colloque où nous avions été ensemble dans le Val d'Oise, ça n'existait pas encore, dans le vocabulaire français, on appelait ça la bibliothèque, outil du lien social. Mais en tout cas, ce sont des lieux de tous. Et il y a besoin de ces lieux dans la société, dans la ville. Il n'y a pas que les bibliothèques, les cafés, là, dans l'organisme existent. Mais la question, c'est est-ce qu'il existe des lieux qui rassemblent tout le monde, où il n'y a pas besoin d'adhérer, pas besoin de payer? Eh bien, parfois, il n'y a que la bibliothèque. C'est bien qu'il y ait de la diversité, mais parfois ça va être sélectionné par type de public. Les lieux, les jeunes, les ci, les ça, je vois même dans des villages. Et donc, la bibliothèque, elle peut être ce lieu de tous. Alors pourquoi je vous mets Virginia Woolf, une pièce à soi? C'est que cet auteur anglais a écrit ce livre qui répond à la question pourquoi il y a, au départ, pourquoi les femmes, il y a beaucoup de femmes écrivains? Parce que les gens ne peuvent être jamais tranquilles dans une pièce, etc., pour s'isoler, sont toujours prises par les tâches, par la famille, etc. Ça partait de là, c'est avant-guerre ce livre. Ce n'est plus contemporain du tout comme ce. Et donc, il y a besoin d'une pièce à soi. Et bien, les bibliothèques, elles offrent aussi des lieux à soi pour les gens. On a parlé de la proximité dans les etc. C'est-à-dire que cet espace public, il a un côté collectif par groupe, mais il a un côté aussi individuel. Et on sait de plus en plus qu'il est important qu'il y ait des tables et des chaises pour les collégiens, pour les lycéens, etc., pour travailler, pas seulement, aussi pour d'autres gens, pas seulement ceux qui sont scolarisés, pour faire du travail sur place. Ça peut être ailleurs, mais voilà. Alors, les missions des bibliothèques, c'est quoi? Souvent on dit, oui, c'est pas dans la mission des bibliothèques. Alors écoutez, soit on les définit de façon limitative, soit on accepte qu'elles varient dans l'espace et dans le temps, qu'elles soient floues. On parle beaucoup là vous savez, de cœur de métier là. Et bien, dès qu'on met le cœur, on dit voilà, ce qui est en dehors du cœur, ça marche pas, il n'y a qu'un seul sens. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Les bibliothèques, du point de vue des gens, pas de nous, servent à toutes sortes de choses. Elles ont toutes ces missions. Et ces missions, elles vont varier suivant la situation locale. Parfois, ça absorbe un tas de missions parce qu'il n'y a pas de mission emploi, il n'y a pas d'espace numérique, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, il n'y a pas de maison de jeunes, ou parfois, telle fonction est assumée par un organisme ou un autre. Et donc, il y a une variabilité des missions des bibliothèques. Elles peuvent varier dans l'espace et dans le temps. Alors, j'avais lancé une fois, on parlait de ça en Belgique, j'avais dit non à la ligne claire. La ligne claire, c'est celle qui définit clairement, voilà, les missions. Acceptons que ce soit flou et ne nous réfugions pas derrière un cœur qui empêche de voir les artères, les poumons et la peau. Alors, à partir de ça, quel rapport au public? On a souvent ce vocabulaire de conquête, ça c'est Guillaume le Conquérant. Il faut conquérir le public qui n'est pas là. C'est une mentalité coloniale un peu. Et donc, c'est vrai que je reprends l'intervenant, on se retrouve ici, l'apprivoisement à une condition qui soit réciproque.
C'est absolument réciproque. Donc c'est le rapport, non pas aux usagers, mais à la population. C'est ça qui est important, qui de temps en temps va être public ou autre. Alors, bibliothèque et territoire. Un territoire sont des habitants et des activités. Et c'est des migrations, des aires de mobilité enchevêtrées, des gens qui vont aller simplement jusqu'au bout de la rue, et d'autres qui vont faire 50 km tous les jours, etc. C'est un espèce d'ensemble de mobilité. Et parfois, ces différentes mobilités, c'est au sein du même foyer. Donc c'est ça un territoire. Donc là, évidemment, les frontières communales ou les frontières de quartier, elles sont exposées. Mais il y a certaines réalités qui sont vraiment de quartier. Et donc les bibliothèques, elles sont des points parmi d'autres. Voilà, elles sont fréquentées au même titre que d'autres services, publics ou commerciaux. Ça fait partie aussi, les centres commerciaux font partie des troisième niveaux. Et alors, comme elles sont comme ça dans le territoire, elles sont en réseau. Elles sont objectivement en réseau, parce que les gens s'en servent, elles s'en servent pas. Donc, même si on ne fait pas partie de la même institution, on fait partie, de fait, du même réseau. Et donc, elles ne touchent pas sur chacune de leur périmètre, elles n'ont pas leur population autour. Il y a une partie de la population qui va aller plutôt ailleurs, plutôt à côté. Il y a des gens qui vont arriver là. C'est pas grave, on n'est pas chacun propriétaire de sa population. Elle va et vient, suivant les différentes logiques urbaines. Et donc, c'est complémentaire. Je vois souvent des rivalités entre centre et périphérie, entre centrale et annexe, entre grande ville, petite ville, etc. Et avec des complexes d'équipe, le gros, le petit, etc. Non, vous faites partie d'un même ensemble absolument complémentaire. Il faut cette complémentarité, suivant, je l'ai là, un maillage. Alors là, j'ai mis toutes les 30 minutes, parfois c'est pas du tout assez. C'est qu'on sait très bien que la plupart des gens qui vont dans une bibliothèque ont mis moins d'un quart d'heure pour y aller. C'est-à-dire toutes les 30 minutes, il faut une bibliothèque. Mais parfois, il y a des logiques de quartier. Il faut qu'il y ait des choses dans le quartier. Sinon, il n'y a rien. Et parfois, il n'y a que ça. Et donc, c'est cette logique de réseau qui va. Je garde encore 5 minutes, mesdames et messieurs les organisateurs. Bon. Alors, pourquoi c'est l'affaire? Alors, c'est souvent, sans exclusif de ce qui ne l'est pas, un service municipal intercommunal. C'est le cas le plus courant. Bon. À ce titre, ça relève d'une politique locale. Mais c'est sur le territoire. Et donc, chaque fois qu'il y a des problèmes qui se passent, des tensions, des frictions, etc., c'est de la responsabilité locale. Les administrations municipales, les élus locaux ne peuvent pas s'en intéresser, c'est pas possible. Cela relève des sujets auxquels ils ont à répondre. Et puis, c'est un outil, parmi d'autres, pas exclusif, du lien social. C'est un petit peu... c'est le moment vraiment de plus en plus de dire ça. Un lieu où la population vient et où elle peut faire société un petit peu. Et donc, évidemment que ce n'est pas seulement un service culturel, parce que ça a un rapport avec les politiques sociales, avec les politiques éducatives, les politiques de la ville. L'important, c'est de croiser les choses. Alors ça, c'est le manifeste de l'ABF de 2012 qui s'appelait La bibliothèque est une affaire publique. Et dedans, là je vais un petit peu plus vite, vous lirez ça en ligne, peu importe, il est sur le site, les bibliothèques sont des lieux d'expression et débat, sont des espaces publics. Vous voyez, ça y était. Et bien sûr, on contribue à l'égalité d'accès à la culture, à l'information et au loisir. Ça va sans dire. Alors là, c'est la FNCC, c'est la Fédération des élus locaux à la culture, dont le président écrit la bibliothèque, un troisième lieu, plateforme d'échange, d'entraide, de socialisation, un espace d'études pour les scolaires et les étudiants, un lieu d'apprentissage des langues, des outils informatiques, un acteur de l'animation culturelle, un outil de politique, de l'écriture publique, voilà, un vecteur de prise de conscience politique, acteur incontournable de l'éducation artistique et culturelle, outil de croisement culturel, etc. Ça, c'est paroles d'élus. On y est. Et donc, pour ça, il faut de la transversalité, c'est-à-dire que les services travaillent ensemble. Il y a aussi des cloisonnements entre services d'une même collectivité, des esprits de boutiques, de chapelles, etc. Vu la nomenclature des problèmes, c'est pas sérieux. L'intercommunalité peut apporter un élément de complexité parce que parfois, si l'équipement est intercommunal, alors ça ne concerne plus le service communal, qui est par exemple une direction d'affaires culturelles, des services sociaux. Non, il faut continuer les liens, il faut être préserver les liens entre les services transférés et les services communaux. Et aussi, on a vu ce matin, mais je veux le dire en positif, faire réseau, même si on ne relève pas des mêmes organisations. Des partenariats avec le tissu associatif. Et puis quand les bibliothèques ne sont ni municipales, ni intercommunales, mais associatives, j'ai commencé ma carrière avant, donc j'ai bien connu les deux premières présidentes du Biblioclub.
On travaille ensemble. Ne nous laissons pas manger par l'historique. C'est bon, l'historique, c'est bien. Il y a des situations qui relèvent de l'histoire. Que ça ne nous empêche pas d'être responsables vis-à-vis des populations et de vraiment travailler ensemble sans être... On peut être nourri par l'historique, mais pas encombré par lui. Donc les politiques publiques, elles doivent être définies par chaque échelon politique, et notamment politique locale, il y a aussi le rôle de la politique nationale. Mais on voit bien que ça marche ensemble. Il faut bien coordonner les politiques d'une commune, d'une interco, etc. Et beaucoup de politiques publiques sont aussi mises en œuvre de fait par les associations, par un partenariat entre les collectivités et les associations. Et donc, ces politiques publiques, les professionnels, que nous sommes de toutes sortes, bibliothécaires et d'autres, ils ont pour responsabilité de les nourrir, de les éclairer par leur aide à la décision, afin que les politiques soient, comment dirais-je, fondées sur des données objectives. Alors pourquoi je reviens? Attendez, je suis revenu par là, c'est pas grave. Voilà. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va plus parler trop de la bibliothèque s'évapore dans le web. Hein. C'est bien le web, c'est très bien, ça en fait partie. Mais on voit bien qu'on est là, ici et maintenant, dans des lieux et avec des gens hein, qui se rencontrent. Alors, ne faisons pas la politique de l'autruche, observons, documentons, analysons, expérimentons, partageons. C'est ce qu'on fait pour ces journées-là. Il faut que ce soit aussi parfois anonyme. La parole dans ce mémoire est anonyme. On ne peut pas tous se citer. Si on n'a que des gens qui peuvent parler avec leur nom, etc., ça ne va pas le faire. Parlons aussi anonymement de ce qui se passe. Sinon, on ne saura pas tout ce qui se passe. Les enquêtes reposent en particulier sur l'anonymat. Sandra a fait une enquête comme ça, moi j'en ai fait aussi. Et puis, ça concerne les équipes, les autres services, les consultants, les experts. On a besoin des experts, n'est-ce pas Denis? Et voir ça ensemble. Et donc, la coopération, on vous en parlera certainement cet après-midi avec une initiative de la Bibliothèque publique d'information. Il faut partager absolument pour pouvoir réfléchir et inventer ensemble des solutions, voilà, en tâtonnant, en se trompant, mais malgré tout en avançant. Je vous remercie. Je vais pas de conclusion. À vous la parole. Nombreuses personnes qui habitent dans ces quartiers et qui peuvent être de couleurs différentes, de religions différentes, et on a un vrai problème, même quand on le veut, à recruter des personnes qui ne soient pas le reflet de, je dirais, oui, des gens qui sont là, par exemple, hein, au niveau de l'âge, au niveau de la race, au niveau de la religion. Une chose aussi que je remarque, c'est qu'une bibliothèque associative, même soutenue par l'État, même soutenue par l'intercommunalité, peut avoir du personnel à l'accueil qui porte le voile. Moi, en tant que bibliothèque publique, je ne peux pas. Et ça, ce sont des questions qu'on ne se pose pas assez. Et c'est vrai qu'on peut renvoyer une violence sans le vouloir, y compris dans nos collections. Au moment des attentats, on s'est beaucoup posé des questions, et avec notre public, sur ce que l'on devait mettre, sur ce qu'on devait afficher. Et c'est vrai que notre profession, on se rend compte qu'il y a pour nous des documents, des journaux, qui ne font pas débat, qu'on a toujours mis, et pour lesquels on ne s'est jamais trop posé la question de la légitimité dans nos bibliothèques. Et puis par contre, on a des journaux qu'on ne mettra jamais parce que ça fait partie d'un historique, d'une culture aussi, et notre population nous dit mais pourquoi? Et c'est vrai que je pense qu'il faut insister sur le fait que oui, on peut renvoyer de la violence, on peut renvoyer des messages sans le pouvoir, et que c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir beaucoup interroger. Oui, une fois, dans un article sur la politique documentaire, j'avais écrit si quiconque entend dans une bibliothèque et ne découvre rien qui ne soit déjà familier, alors il est signifié l'hostile avec violence que cet endroit n'est pas pour lui. En fait, cette phrase, elle est valable pas seulement pour les documents, hein, c'est un article sur la politique documentaire. C'est vrai que si on arrive avec une sensation d'étrangeté, c'est un autre monde. C'est perdu, j'en connais des exemples, hein, des bibliothèques qui ont été faites, voilà, dans le quartier, où on dit les habitants sont arrivés, ils sont pas revenus. Si on arrive dans un sentiment d'étrangeté, ça ne va pas. Donc il faut bien qu'il y ait une porosité et qu'il
qui est quelque chose, mais dans les exemples de cet après-midi, justement, il y aura des choses très intéressantes dans ce sur que ce ne soit pas complètement allié à l'extraterrestre, en quelque sorte. En même temps, on a la responsabilité d'incarner d'une certaine façon la République dans les quartiers. C'est-à-dire ne pas être pur reflet, mais d'avoir aussi des valeurs qui vont permettre que les gens de ces quartiers ils se raccrochent à l'ensemble. Et ne soient pas enfermés dans, dans leur référence unique. Donc c'est cette double chose qui est difficile à faire. Mais c'est vrai que la mixité dans les équipes, c'est important. C'est la mixité sociale aussi. C'est pas seulement voilà. Ça me paraît une des conditions de la réussite du rapport à la population. Alors, concernant la mixité dans les équipes, c'est important. Il suffit de voir les recrutements au concours et voir le candidat. Et là, on a compris que finalement, ce type de mixité était très dur à produire. Je vais rebondir sur la mixité. Il y a peut-être une solution pour la mixité. Alors bien sûr, ça ne sera pas les catégories B, bien sûr, ça ne sera pas les catégories A, mais il y a dans les bibliothèques maintenant de plus en plus, donc Dominique en a parlé, soit sécurité, soit médiation. Donc dans une bibliothèque où j'ai travaillé, on a recruté des agents de régulation, donc qui étaient censés faire de la sécurité, mais qui aussi accompagnaient les usagers à l'automate de près, pour leur expliquer comment ça fonctionnait. Et de fil avec lui, ils ont été formés au catalogue, puisqu'ils devaient savoir pourquoi le prêt pouvait se faire ou pas. Et dans ma tête, c'était que ces personnes-là qui avaient été issues du quartier, sans diplôme, qui étaient agents de régulation, pourraient demain faire des formations et peut-être embrasser le métier de bibliothécaire. Et 3 ans après, moi-même, les agents de régulation, fait la formation ABF pour devenir adjoint au patrimoine. Donc je pense que ça existe aussi. C'est une volonté très forte d'embaucher des gens du quartier sans qualification et de les porter, de les amener sur des petits boulots, le personnel d'entretien qui est souvent le personnel des quartiers et pas surtout les ouvrir à leur dire vous n'êtes pas qu'avec le valet, vous pouvez faire autre chose. J'y prends un peu. Après, moi je voulais reparler du métier de bibliothécaire. Je crois que notre métier est multiple et je crois que si on doit mettre une valeur en avant, c'est aimer l'autre. Voilà, que son travail est un partie difficile, mais dans une population bien précise, on en a parlé beaucoup ce matin, des enfants qu'on ne comprend pas, voilà, qui saccagent, etc. Mais moi je travaille à la médiathèque José Cavanis et il y a une étude sur les séjourneurs. Alors les séjourneurs, c'est des gens qui séjournent à la bibliothèque. Ok, voilà. Et comment ils séjournent? Et là, on a découvert une multiplicité de personnes. On a des séjourneurs qui viennent tous les jours, c'est-à-dire qu'ils ont eu du travail et ils viennent à la bibliothèque comme s'ils allaient à leur boulot. On a des personnes âgées qui viennent quasiment tous les jours pour apprendre quelque chose. Parce qu'elles ont peur de la maladie, elles ont besoin de rencontrer les gens. Et on a un public, donc on a les SDF, voilà. On a les couples qui sont en foyer, avec des enfants petits, et qui passent la journée à la bibliothèque. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et après, on a une population qu'on n'avait pas vue, et que le sociologue, le jeune étudiant sociologue a appelé les invisibles. C'est quoi les invisibles à la bibliothèque? Et bien, c'est des gens qui restent, qui viennent à la bibliothèque pendant 15 jours, 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Ils font rien. Ce qu'ils appellent rien. Ils sont dans un fauteuil et ils vous regardent fonctionner, ils regardent le public. Et on ne le voit pas. Et on a comme ça des dizaines d'invisibles. Et du coup, on s'est posé la question où ils étaient nos invisibles à nous, de notre pôle cinéma. Et puis on les a vus, les invisibles. Et aujourd'hui, ils font rien, mais on les a vus. Bonjour, Blanchine Orange, je suis à la retraite et j'ai travaillé longtemps dans le quartier dit entre guillemets difficile. Il me semble que c'est très important ce que vous avez dit sur cette nécessité de considérer
non pas des usagers. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce mot, c'est assez péjoratif, je préfère voisins ou habitants. Vous avez beaucoup parlé tous les deux d'habitants. On ne sait pas qui vient dans une bibliothèque, vous avez insisté là-dessus, et on ne doit pas en faire une catégorie de prérequis de lecteurs. On ne sait pas qui vient, la personne d'avant, à un moment, vient de l'exprimer. Vous avez parlé aussi des chartes, de ces fameuses chartes qui me semblent, pour certains, suffire de politique, et je crois que c'est un problème. On n'enferme pas le fonctionnement d'une bibliothèque dans une charte. Peut-être que nous manquons d'humanité dans la bibliothèque, en considérant que la personne qui est là est un habitant, on ne sait pas ce qu'elle veut y faire. Quand je suis arrivée à la bibliothèque Créné, j'ai trouvé quelqu'un qui se faisait un shampoing dans les toilettes. Ça peut servir aussi à ça, une bibliothèque. Et puis, je suis assez frappée qu'on ne parle pas de la lecture. C'est quand même le lieu du livre. Peut-être que si on lisait plus, individuellement, si on laissait plus la parole au lecteur pour s'exprimer sur les livres, peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose de plus humain, de plus nourrissant dans la bibliothèque. Et puis enfin, une petite remarque, quand c'est beau, quand il y a une beauté du bâtiment, quand il y a une beauté de l'installation, et que les gens sentent qu'ils peuvent se l'approprier, ils se sentent beaucoup plus chez eux. Voilà, c'était des petites remarques de retraités.